Lynn Renaud, bonsoir. Bonsoir, Darius. Merci de nous recevoir chez vous. Vous êtes le bienvenu. Ça fait combien d'années que vous êtes ici, chez vous? 74 ans? Ah oui. La durée toujours. Vous êtes là depuis toujours, Lynn Renaud? Oui. J'avais 20 ans quand mon mari m'a amené ici. Et ça n'était rien du tout. C'était un bout de terrain tout en pente, avec quelques arbres, arbustes, de ci, de là. Et puis il a acheté ça par téléphone. Nous, on voulait camper. On ne voulait pas, on cherchait pas une maison. Notre désir était de camper parce que Loulou composait la nuit et qu'on avait les voisins qui tapaient sur les voisins du haut, les voisins du bas. Alors il a téléphoné à un marchand de biens. Je cherche quelque chose à l'ouest. Il voulait toujours aller à l'ouest. Et on a la vue, si on regarde bien, on voit la Défense, Paris. On a vu se construire la Défense. La Défense, on passait tous les matins quand on venait ici voir le terrain. Et Loulou regardait la Défense qui était un terrain vague, quoi. Il disait quel dommage qu'on ne puisse pas acheter ici. Vous êtes là depuis toujours, vous êtes depuis toujours dans le cœur des Français, vous êtes la femme qu'il faut pour parler du retour progressif à la vie, pour conjurer la crise du Covid. Vous incarnez l'optimisme. Comment allez-vous? Très bien. Et vous? Ça va très bien, merci beaucoup. Ça va toujours très bien, même quand ça va mal avec vous, ça va bien. Eh bien oui, je me réveille en disant merci la vie. Oui. Et je me couche aussi en disant merci. Le retour des terrasses, le retour du cinéma, des clubs de sport, voilà. Qu'est-ce que ça appelle en vous comme sentiment? Là, on revit, quoi. On avait perdu cette âme. Ça me faisait un peu, ça me rappelait la guerre. Bon, enfin, c'était pire la guerre. Bon, mais enfin, là c'était triste. On ne voyait plus ses amis. Quand on les croisait, il fallait leur parler de loin, toucher les coudes. Non, c'est pas. En plus, nous les Français, on adore s'embrasser. Oui, vous êtes tactile. On a vraiment ça. On adore s'embrasser. On n'est pas très loin, mais on est vaccinés tous les deux. Vaccinés. Moi aussi. Oui. Et Dieu sait si c'est important. Vous qui avez tellement confiance en la science, on se rappelle votre action contre le sida, se vacciner, c'est très important. C'était très important. Et moi, j'habite Rueil-Malmaison. Et donc, dès que j'ai reçu de la mairie que je pouvais me faire vacciner, Patrick Ollier m'a téléphoné. Il m'a dit, est-ce que tu as reçu oui, pour le vaccin. S'il te plaît, vas-y, personne n'y va. Alors, s'il te plaît, vas-y. Je suis allée la première à me faire vacciner à Rueil-Malmaison et les autres vieilles personnes ont suivi. Oh, vieille, pas vieille, vous êtes un modèle et... personne âgée. C'est très important, n'est-ce pas, malgré tout, les préjugés étonnants de gens contre la vaccination, parfois, des gens qui ont encore peur maintenant, qu'est-ce que vous leur dites? Allez-y. Enfin, les scientifiques sont des gens formidables. Ils ne vont pas vous dire allez vous faire vacciner si ça ne va pas. Et moi, je crois à la science. Alors, Loulou aussi. Plus j'avance, plus je crois en la science. Et c'est un geste de solidarité, de fraternité collective. Oui, oui, complètement. Lynn Renaud, vous ne perdez pas une minute. Voilà, on déconfine et vous allez tourner, là, dans quelques jours, une belle course. Vous retrouvez votre ami, fils de cœur Danny Boone. Vous allez jouer une femme qui veut revoir les lieux de sa vie avant l'EHPAD. C'est tellement loin de vous, en réalité. Vous avez passé 90 ans. L'EHPAD, vous êtes tout sauf ça. Quel est le secret? Le secret, je crois que c'est ma joie de vivre. Je crois que c'est de croire à la vie, de croire aux rencontres. On fait des rencontres, par exemple, je vous rencontre aujourd'hui, puis je suis ravie. Mais moi aussi. Voilà. Alors, moi, je crois à la vie. Les rencontres ne sont pas jamais gratuites. Et pourtant, on n'a pas une vie heureuse. Quand j'étais enfant, on ne peut pas dire
on nageait dans la joie. En plus, moi, j'avais eu les années de guerre. On parlera de cette vie, des épreuves que vous avez surmontées. Dans votre livre, en toute confidence, il y a plein de scènes très fortes sur les difficultés de la vie, l'avortement, 1000 choses. Et en même temps, toujours vous surmontez. Il y a une scène incroyable, vous êtes au casino, et puis vous dansez, et il y a une porte qui se referme sur votre main, et vous êtes très blessé. Et votre gant blanc se remplit de sang, et vous jouez quand même. Oui, c'était dans une des revues, je ne sais plus laquelle, je jouais une scène avec un bar, un cow-boy, et la porte s'est refermée sur... Et moi, je n'ai rien senti. Et mon sang se remplit, mon gant devenait tout rouge, je ne le voyais pas, j'étais en scène. La scène change tout, vous savez. Bon, alors, quand il a fallu retirer le gant, mon ongle est venu avec. Ah. Oui. Et c'est un résumé de votre vie parce que toujours, malgré les épreuves cruelles, oui. il y en a de beaucoup plus cruelles que ça encore, oui. Et on va en parler, vous avez surmonté. Vous n'êtes pas passéiste. Non, alors, pas du tout. Vous prenez le passé, il y a votre disque, très beau disque où vous choisissez vos chansons, ma sélection, il y a ce livre extraordinaire qu'on va détailler en toute confidence, mais il y a aussi l'avenir, la BD Super Linette. Ça s'adresse aux toutes jeunes générations. Oui, mais ça s'adresse à vous aussi. Je vais pas à tout le monde, disons. Hein. Oui, l'activité, ça tient. Ah oui, ben je pense que... Et puis j'ai vu tellement de gens très actifs prendre leur retraite. Ça dure pas longtemps, la retraite. Parce que c'est la déprime. Je ne sais pas comment, le manque d'activité, c'est... Enfin, je parle pour moi, je ne pourrais pas vivre inactive, c'est impossible. Et puis ça bout toujours là-dedans. Quelquefois, je me dis, je parle à ma mère, d'ailleurs, je dis, la nuit, maman, empêche-moi de réfléchir. Je lui parle, fais que je m'endorme. Bon, je ne peux plus rien faire d'ici demain matin, de toute façon. Alors, sois gentil, endors-toi. Voilà. En toute confidence, c'est un antidépresseur formidable parce que c'est l'éloge de l'activité en effet. Et puis c'est d'où vous venez et où vous êtes. Vous venez de très loin. Une famille où il y a quelque chose de Zola, arrière-grand-mère, fille-mère, grande pauvreté. Quand on voit, il y a une très belle photo où votre mère est avec sa mère et sa grand-mère. C'est un monde. Ce sont 3 femmes... C'est elles qui m'ont faite. Je les ai admirées tellement. Alors, surtout mon arrière-grand-mère. Ma mère travaillait à l'usine, dans l'usine de toile, je ne sais plus comment ça s'appelait, ACO, l'usine ACO. Et puis, mon arrière-grand-mère s'occupait de moi. Ma grand-mère était couturière. Elle faisait les masques à gaz pendant la guerre. Donc, c'est vraiment cette arrière-grand-mère. Elle a... Raconte-moi ta vie. S'il te plaît, Mémère, je l'appelais Mémère. Raconte-moi ta vie. Et elle me disait, tu l'as déjà demandé hier et avant-hier. Raconte-la moi encore. Et il y a cette scène incroyable au coucher, elle vous dit, une journée de gagné où on n'a ni faim, ni froid. Elle terminait par ça. Écoute, encore un jour où on n'a eu ni faim ni froid. Ça, c'était la victoire du jour. Votre récit, c'est le récit de ce que les femmes, des générations de femmes ont subi pendant des générations. La galère aussi, la vraie galère, vous l'avez connue, parce qu'il y a la réussite, mais avant ça, vous logez dans les hôtels minables, il y a un hôtel de prostituées en réalité. Mais on arrive à Paris, oui, je ne sais pas... je chantais à Lille. J'avais 15 ans. Et donc, les propriétaires de Bellevue, où je chantais, m'ont dit, il ne faut pas rester à Lille, vous devez aller à Paris. Enfin, toujours est-il que j'ai été installée dans un hôtel rue Notre-Dame de Lorette. Ma mère m'a accompagnée. Et puis, plein de jeunes femmes, bien habillées. On pensait que c'était trop luxueux pour moi.
Et la personne, il s'appelait Monsieur Jean Ferraud, le directeur qui avait le cinéma à Lille, avait dit « Tu es notre invité ». Donc je ne payais pas. Et je pensais que c'était très cher, elles avaient toutes des fourrures, etc. Alors un jour, je passe une audition, je devais aller prendre une audition, prendre le métro pour moi. J'étais toujours perdu dans le métro et je vais passer une audition. Je sors de l'hôtel, des GI montaient la rue Notre-Dame-de-Lorette et moi j'étais avec une des jeunes femmes de l'hôtel. On descendait la rue toutes les deux. Et elle me dit, tu prends le plus petit, je prends le plus grand. Là, j'ai compris. Oui. J'ai compris. Je lui ai dit, Marie, c'est pas le genre, pardon. Et je suis partie faire mon audition. Le soir, j'avais la chambre couverte de fleurs. Ouais. C'était Marie, avec ses excuses. Ces femmes se sont très bien conduites avec vous. Hein. Elles se sont occupées de moi. Ouais. Mais elles surveillaient. Elles voyaient où j'allais pour prendre le métro. Elles m'expliquaient. Elles ont été protectrices. J'ai été protégée par elles. Votre récit, il éclaire vraiment le sort des femmes pendant toutes ces années-là, le regard que vous avez sur Loulou, amour total, et en même temps critique, son côté un peu macho, un peu condescendant parfois. Vous le voyez aussi, vous le racontez aussi. Je le raconte maintenant, mais comment, pour moi, Loulou, au début, tout au début, quand je l'ai connu, c'était tellement mon idole. Ouais. Il était parfait pour moi. En plus, il était très beau, très très beau. Et c'était lui que je voulais. Dans ma vie, dans ma tête, c'était ça, mon destin. J'irai à Paris, je ne sais pas comment. Mais j'irai à Paris, je rencontrerai Loulou Gasté, il deviendra mon Pygmalion, voilà mon but. Vous saviez ce que vous vouliez. Je savais ce que je voulais. Ouais. Maintenant, il faut y arriver à ça. Et c'est là où le hasard joue, la chance et le hasard. Bon, vous l'avez provoqué. Non. Le hasard. Le hasard est venu parce que je chantais au Folies Belleville pour 3 jours d'audition. Il y avait une chanteuse qui chantait en fin de première partie, dont j'avais tous les disques. Elle s'appelait Josette Daïdé. Donc je sympathise avec cette chanteuse et elle me dit, j'auditionne avec 3 chansons de Loulou Gasset. Elle me dit, pourquoi vous chantez du Loulou Gasset? Je dis, c'est parce que j'admire ses chansons. Elle dit, vous voulez le connaître? Je dis, oui, je suis venu à Paris pour ça. Voilà. Vous voulez le connaître? C'est là où le destin, on dit comment? Bien sûr que je veux le connaître. Alors, c'est Josette qui m'a présenté un samedi, j'ai essayé de me souvenir, un samedi du mois d'octobre. Oui, elle a fait venir Loulou Gasset m'écouter au Folies Belleville. Je chantais 3 de ses chansons, 3 chansons dramatiques. Et vous dit non, c'est pas fait pour toi, hein, il faut de la joie. Il me dit, ça ne vous va pas du tout, c'est pas ça. Vous êtes faite pour chanter le bonheur. Alors, il vous donne parfois des conseils un peu plus durs sur votre poids, sur votre manière d'être. Il me prend en main complètement. Et vous racontez tout ça, ce qui touche énormément quand on vous lit, quand on vous écoute, c'est la vérité de ce que vous racontez, l'indulgence, parce qu'il y a aussi l'adultère à un moment donné, le vôtre, le sien, et vous êtes restés ensemble malgré tout. 50 ans. 50 ans, et il est toujours avec moi. J'y pense toujours. La fin est très belle quand vous tenez la main très longuement, très souvent, et vous dites on a bien fait. Hein. Ah oui. Oui, parce qu'on avait l'opportunité, surtout à un certain moment, quand il y a eu la séparation, longtemps, quand j'étais à Las Vegas. Bon, bien sûr, j'ai trompé Loulou, parce que ça arrive. Surtout, je ne me plaisais pas à Vegas.
Donc, monsieur m'a beaucoup plu. Il apportait plus que tout ce que je pouvais imaginer à Las Vegas. Il était très intelligent. Il était très fort en affaires. Moi, je suis fascinée par les affaires, mais je ne sais pas les faire. Donc, les gens qui savent faire les affaires, c'est un art. M'intéresse beaucoup. J'aime entendre parler des affaires. Vous l'avez trompé, mais dans la passion, très grande passion, y compris physique. Vous racontez à quel point vous découvrez seulement à ce moment-là l'amour physique, la vraie jouissance physique. Le hasard des âges est incroyable, parce que vous avez 37 ans alors, Oui. et c'est l'âge où Loulou Gasté vous a fait venir chez elle, chez lui, alors qu'il avait 37 ans, et vous 17 à l'époque. Moi, j'avais 17 ans, oui. Et Loulou en avait 37, c'est ça. Et là, ça s'est inversé. C'est vous qui découvrez l'amour physique. Ouais, voilà. Et je n'ai jamais regretté. Je savais que je ne divorcerais jamais. Ça a été une des questions pressantes de mon ami américain qui s'appelait Jacobson, Nat Jacobson. Et j'ai dit, Nat, je ne divorcerai jamais. Jamais. Il ne faut pas ça. Et Loulou le savait, ça, que je ne divorcerai jamais. La maîtrise de ce destin compliqué, il y a une scène extraordinaire quand Nat meurt. Le hasard fait que c'est un moment où votre mari, où Loulou a une très grande victoire en procès. Et il y a le pire et le meilleur dans les mêmes minutes. Même jour, la minute. Nous sommes, Loulou et moi, dans un appartement que nous avait prêté un ami à New York. Et on est en train de fêter la victoire de Loulou de 10 ans de procès. 10 ans de procès dont la fin était en Amérique. 3 semaines on était en Amérique et c'est la fin du procès et on nous apprend que nous avons gagné. Et là, vous apprenez en même temps la mort de Nat, votre amant américain. Voilà. Et là, vous dites, incroyable, vous vous isolez simplement, vous dites, donne-moi quelques minutes pour pleurer. Oui, c'est-à-dire que quand je prends le téléphone, c'était le fils de Nat qui me prévenait qu'il avait téléphoné à Paris pour avoir mon numéro de téléphone à maman. Et maman lui avait donné mon numéro de téléphone. Et donc j'ai le fils de Nat et il me dit, papa est mort là, ce matin. Et donc, bien sûr, Loulou a vu que j'étais très troublée. J'ai demandé, Loulou, excuse-moi, je vais m'absenter quelques minutes. Et il m'a dit, mais oui, vas-y. C'était très fort de la part de Loulou. C'était fort, on ne s'est pas disputé du tout. Et là, je suis revenue et nous avons ouvert le champagne à la victoire de Loulou. C'était la plus grande victoire de sa vie, le procès Feeling, qui était un succès mondial, qui avait été complètement plagié par un Mexicain. Et on avait enfin gagné ce procès. Succès mondial, le sien, le vôtre, il est inutile de rappeler tout ça, tout le monde le sait, mais l'immense succès après la guerre, le Macabane au Canada, les années 40, les années 50, les années 60, avec la réussite aux États-Unis, ensuite le retour en France, mais parallèlement, avant ça, l'âpreté de la vie des femmes jusqu'aux années 60-70, de ce que beaucoup de femmes ont vécu, l'avortement. Oui. L'avortement comme ça se pratiquait à l'époque, c'est-à-dire... C'est pas du vin blanc. Non, c'est jaune, mais c'est pas du vin blanc, vous teniez à le dire. Moi j'ai pris de l'eau et vous c'est additionné de jus de fruits. Ah oui, bon parce que... merci Madame Veil. Ouais. Oui, parce que quand j'ai raconté cet avortement dans mon livre, j'ai reçu énormément de lettres. C'est fou ce que j'ai reçu comme lettres gentilles et comme lettres de femmes qui s'étaient trouvées dans cette situation. Donc, l'avortement, on est allé chez une femme... On appelait ça les faiseuses d'anges à l'époque. Oui, les faiseuses d'anges, ouais. Mon Dieu. Tout est horrible dans ces récits, le curetage, ouais. Mot affreux, tout est horrible. Avec les aiguilles, j'ai frôlé la septicémie. Et donc, et là, on a dû faire un curetage d'urgence, quoi. Voilà.
la peine de ne pas avoir eu d'enfant, Oui, ça poursuit toujours. m'a poursuivi longtemps. Mais maintenant, je suis très bien comme ça. Et surtout, que j'ai des enfants de substitution qui se sont créés en cours de route et que j'admire, que j'adore. J'adore ma Claude, c'est Claude Chirac. J'adore ma Mumu, c'est Muriel. Muriel est venue vivre juste à côté de chez moi. C'est gentil. En disant, quand elle sera trop âgée, on est près d'elle. Vous avez eu des liens très forts avec des hommes et avec des femmes. L'amitié féminine chez vous a énormément compté, effectivement, les femmes que vous avez citées. Aujourd'hui, une Brigitte Macron, Oui, ça compte pour vous, il y a une forme de complicité. Oui, je ne sais pas comment ça se passe. Vous savez, je suis assez faite où quelqu'un me plaît. Quand quelqu'un ne me plaît pas, ça se voit tout de suite, c'est horrible. Ah. Bon, Oui, vous pouvez avoir la dent assez dure. Ah oui, Oui. quand je n'aime pas, je ne peux pas le cacher. C'est-à-dire que mon visage change et la personne est obligée de savoir que je ne l'aime pas. Vous pouvez même, pardon, dire quelques vacheries. Je me rappelle très bien que vous dites les gens qui ont été désagréables avec vous meurent assez souvent. Hein, ils meurent assez tôt. C'est bien ça. Oui, parce que, comment dirais-je, il y avait des chansonniers à l'époque qui me blaguaient. Aline Renaud, c'était les fêtes de Pâques. Aline Renaud est partie à Pâques. J'étais partie avec les cloches. Enfin, c'était tous les chansonniers. Ça, c'était Robert Roca, mort. Edmond Meunier, mort. Thierry Leluron, hélas, mort. Ouais. Mort trop jeune. Et alors, il y a ceux que vous aimiez bien, il y a ceux que vous n'aimiez pas, et il y a une petite revanche quand même de vous dire, ben, moi je suis là. Oui, moi je suis toujours là, voilà. Et donc, Thierry, c'était incroyable parce que c'était un grand ami, un grand admirateur. Il venait me voir tous les dimanches, la revue du Casino de Paris, avec sa grand-mère. Et donc chaque dimanche, Thierry était là. Mais j'étais sa tête de Turc parce qu'il m'aimait trop. Bon, alors je lui ai pardonné. Il me téléphonait ici, il disait je vais parler de toi dans mon prochain tour de chant. Mon prochain tour. Et donc, je veux te dire ce que je vais dire, parce que si ça te fait de la peine, je ne le dirai pas. Je ne le ferai pas. Alors je dis, allez-y, vas-y Thierry, dis-moi, je me prépare. Alors il me se met à chanter le chien dans la vitrine avec combien pour ce chien, combien pour me refaire la vitrine, ma jolie petite gueule de 20 ans, combien pour me refaire la vitrine. Eh bien, c'est d'accord. Je le prends. Voilà. Je dis, mais c'est formidable, ouais. Thierry. Qu'est-ce que c'est drôle. Qu'est-ce que c'est drôle. Mais non, non, non. Tu peux le laisser, tu peux le mettre. D'accord. T'es d'accord? Oui. Je raccrochais, je me disais, petit con. Ah oui, vous pensiez quand même petit con? Non. Non. Affectueusement. Oui, je le disais, oui. Je le disais, petit con, je le disais. Mais c'était sympathique, c'était pas méchant. J'ai beaucoup aidé Thierry quand il a eu ses grands problèmes. La gaieté chez vous, vous me disiez, chez une Brigitte Macron, ça crée une complicité entre vous. C'est la gaieté. Oui, la première fois dans toutes les circonstances. La première fois que je rencontre Brigitte Macron, c'est plus récent, ça. C'était au cours d'un dîner chez des amis, pas nombreux. Nous étions 6, j'étais assise à côté de Madame Macron. On s'est presque tutoyé tout de suite. Il se dégage d'elle un charisme, parce que le charisme, ça ne s'apprend pas. On l'a ou on ne l'a pas. Et donc, il se dégage d'elle une drôle, intelligente, blagueuse, enfin chaleureuse, très chaleureuse, humaine. Il se dégage d'elle plein de choses qui me correspondent. Donc à la fin de la soirée, on se tutoyait et j'ai entendu des bribes de conversation de l'autre côté de la table, c'était Emmanuel. Donc tout ça me paraissait très intelligent.
j'en ai déduit quand même, c'était quelqu'un de très intelligent. Qu'est-ce qu'elle incarne d'après vous, Brigitte Macron? Vous qui avez tellement connu aussi d'épouse de président. Qu'est-ce qu'elle attend de moi? Qu'est-ce qu'elle incarne? Qu'est-ce qu'elle incarne pour moi? Elle incarne la joie de vivre, la positive. Je ne sais pas, elle est simple, la simplicité, je ne sais pas, elle est vraie. Elle est vraie, Brigitte, oui. Les politiques, on ne va pas parler politique, mais au sens de la pâte humaine, vous les avez tous pratiqués, les présidents de la République. Vous plaisantez un peu, vous dites depuis Vercingétorix, il n'y a que Vercingétorix qu'on n'est pas connu. Ça, c'est du Lynn Renaud tout pur sucre. Depuis Vincent Auriol, vous les avez vus. Oui. C'était juste avant Vincingétorix. Comment vous dites celui-là? Vercingétorix. Je ne l'ai pas connu. Non, je ne l'ai vraiment pas connu. Il aurait été très sympa. Il non, vous aurait sinon, beaucoup aimé. Je suis sûr qu'il vous aurait bien aimé. Non, je ne l'ai pas connu. Le Chirac hors série, parce que c'était l'ami, le frère. C'est mon frère, Jacques. J'ai toujours eu ce ressentiment envers lui. C'est un frère, jamais. Pourtant, mais on avait ces rapports-là. Et un jour, à une remise de Légion d'honneur, je devais bavarder avec ma voisine pendant la remise des Légions d'honneur. Et Jacques dit, si ma petite sœur veut bien se taire, en s'adressant à moi, je devais parler trop fort. Donc c'est là où j'ai réalisé qu'il avait les mêmes sentiments. Si ma petite sœur veut bien se taire. Le plus drôle de la série, c'était lequel? Je dirais que François Hollande est très drôle. Mais Jacques est drôle aussi. Jacques était très drôle. Et il adore le contact avec les gens. C'est pas truqué. Quand il les prend par le bras, quand il leur serre la main, il aime ça, le contact avec le public. Le plus impressionnant, pour moi, j'ai été impressionné par Mitterrand. Parce que j'ai assisté à des légions d'honneur où il était le seul, sans aucun papier, à raconter l'histoire, la vie, le succès, les mérites de celui qui recevait la Légion d'honneur. Et le plus intelligent? Le plus intelligent, c'est Macron, je crois. Oui, Macron. Moi, j'ai qu'un président avec qui ça n'a pas collé, alors, mais pas du tout. C'est Giscard. Oui, Giscard, ça ne passait pas. Pas du tout. Antipathique, pas possible. Froid. Quand je pense qu'on allait manger au coin du feu chez lui, ça, c'est pas la nature de Giscard, d'aller chez les gens, manger. Bon, il est mort, on arrête. On dit des morts, on ne dit pas de mal. Non, allez, on dit pas de mal. Je gomme, où j'ai passé. Là, il y a beaucoup de choses qui se disent de vous dans ces rapports avec les présidents. Quand Mitterrand n'est pas encore président, il y a une scène magnifique. C'est après l'Observatoire, l'affaire du faux attentat. Sa carrière est presque brisée. C'est chez les Lazareff à l'époque, c'était le couple de presse à la mode. Vous allez là, et puis tout le monde le laisse de côté, mais vous dites, je vais aller lui parler. Ça, c'est aussi du Lynn Renaud pur sucre, ce désir d'aider. Mais c'est-à-dire que j'avais vu Mitterrand la semaine précédente chez les Lazareff, tellement entouré, tout le monde lui tournait autour, lui parlait, Bernard Buffet, Jacques, comment s'appelle, Jacques Chazot. Ouais. Et une semaine plus tard, c'était le paria. Il était seul dans le jardin. Et là, vous allez vers lui. Plus personne n'était autour de lui. Alors moi, je suis allée vers lui et je lui ai parlé. Il m'a dit, la politique, ça n'est jamais terminé. Belle maxime, belle leçon. Et la vie, c'est jamais terminé. Oui. Presque. Oui. Moi, j'ai dit, je suis désolée de vous voir seul par rapport à la semaine dernière. Et il m'a dit, vous savez, en politique, rien n'est jamais fini. Lynn Renaud, les morts, tout à l'heure vous parliez le soir quand vous vous couchez
du dialogue que vous avez avec votre mère. Oui. C'est comme dans Homère, le dialogue avec les morts, on passe en revue tous les morts qu'on a. Vous avez assisté à des morts, vous parliez celle aussi de votre amant américain, Nate. Loulou Gasté, bien sûr. Qu'est-ce que ça vous a appris sur la fin, sur la mort, d'assister à tous ces décès? Je vais vous dire, vous faites bien de me poser cette question. J'ai vu mourir ma Loulou d'abord, dans des souffrances horribles, horribles. Loulou priait pour partir d'ailleurs. 4 ans plus tard, j'ai vu partir ma mère d'autres souffrances, mais la même horreur. Et je disais, mon Dieu, maman, comme tu as du courage. Je me disais, qu'est-ce que je peux faire d'autre? Elle voulait mourir aussi. Elle a souffert. Elle n'aurait jamais dû faire cette dernière année. Moi, c'est pour ça que je me dis, je me bats maintenant, mourir dans la dignité. Choisir sa mort. Oui, il faut choisir sa mort. Ouais. Et ça, je le demande, c'est ce que je veux, c'est partir, partir, c'est son choix, quand on sait qu'il n'y a plus de qualité de vie possible. Ne pas laisser souffrir, ne pas laisser souffrir. Je vois trop de monde souffrir, j'ai vu tellement de monde souffrir avec le sida. Vous l'avez écrit dans vos dernières volontés? Dans mes dernières volontés, surtout ne pas mourir dans la dignité, tout le monde a des ordres. Non. Vous avez affronté la mort de Loulou Gasté, l'homme de votre vie. Il y a cette scène vertigineuse quand il meurt et vous chantez à côté de lui. Vous savez, ça c'est une... Heureusement que j'ai des témoins. Heureusement que j'ai des témoins parce que c'est incroyable à décrire cette scène. Il y avait les 2 témoins, c'était deux infirmiers, une femme et un homme. Et donc, c'était les derniers jours de Loulou. Ils étaient au bout du lit de Loulou. Et moi, je suis allée m'allonger au-dessus du lit, à côté de Loulou, mais au-dessus du lit. Et je savais ce que Loulou attendait. Il attendait que je lui chante quelque chose. Mais pas La cabane au Canada, pas les choses connues. Les belles chansons qui ont été entre nous. Et il aimait bien que, comme Peggy Lee, je chante sur le souffle. Ouais. Et donc, je me suis couchée à côté de lui. Et au creux de son oreille, j'ai chanté un petit bout d'amour d'été, un amour d'été, un petit peu de... Le soir. En italien, la sera, c'est ça. Hein. Et je ne sais pas pourquoi, d'un seul coup, 30 ans que je n'avais pas chanté le soir en italien. Ouais. Voilà que, comme il était italien, voilà que le soir me vient en italien, mais très bas. Et lui entendait? Et lui, alors, je savais qu'il entendait parce que quand je chantais comme ça dans la voiture, il voulait toujours que je batte le rythme, que je chante en rythme. Et là, je sentais sa main, que sa main battait la mesure. Et donc, il agonisait. Oui, il battait la mesure avec son doigt. Incroyable. Comment c'est la sera? Je chante plus. La sera secondo me ed appartiene a me. Mi parli e parlaute d'amour. Ah, c'est beau. Alors, enfin, c'est des moments forts de la vie, ça. Et là, il est parti, j'ai parlé de sa mère. Loulou, tu vas rejoindre ta maman. Regarde, elle t'attend avec des fleurs. Parce qu'il adorait sa mère. Il est parti magnifiquement bien en entendant, pas les chansons populaires, les chansons qu'il aimait, lui. Et ça, c'est un départ formidable. Pour vous, le plus tard possible, qu'est-ce qu'il faudra chanter comme chanson? Le soir.
Le soir aussi. Oui. Je partirai avec Loulou comme ça. Line Renaud, la mort et la vie qui est tellement présente, c'est l'exergue de votre livre, hein, à la vie. Ah oui, bien. Vous êtes toujours trinqué à la vie, ça revient toujours. Hein. Alors, à l'amour. Allô. À l'amour. Je ne sais pas si c'est. Et à la vie. À la vie. Merci Line Renaud. À la vôtre. Merci beaucoup.